Un silence de mort s'installa dans la salle lorsque l'avertissement fut lancé. L'hiver noir arrive. Au sommet de l'AES, à Bamako, où la coopération, la sécurité et le développement étaient censés être au cœur des discussions, le ton bascula soudain vers une prémonition de violence, froide, sanglante, meurtrière, et une guerre qui se déplace vers l'Afrique de l'Ouest. Pour les populations du Sahel, il ne s'agissait plus d'une métaphore, et la question était: quel signe Ibrahim Traoré avait-il perçu avant que cela ne se produise? Si les conditions étaient déjà réunies, alors demain pourrait arriver plus vite qu'on ne l'imagine. Ce récit cherche à décoder avec méthode l'alerte formulée à Bamako, sans extrapolation ni ajout factuel, en s'appuyant uniquement sur les propos tenus et sur le contexte politique immédiat du sommet. L'intérêt pour le public est clair et direct: comprendre en un temps limité ce qui peut influencer la sécurité, la stabilité et les conditions de vie dans une région déjà sous pression. Il ne s'agit pas d'annoncer une guerre certaine, mais d'expliquer pourquoi un dirigeant choisit un vocabulaire aussi dur et pourquoi ce message intervient à ce moment précis. Le risque, s'il est mal lu, est double: ignorer un signal précoce ou céder à une lecture alarmiste déconnectée des mécanismes réels. En replaçant le discours dans la dynamique du Sahel, dans les alliances en formation et dans la mémoire récente des crises régionales, les intentions deviennent plus lisibles. Le propos gagne alors en cohérence car il ne parle pas seulement de violence future, mais de conditions qui rendent cette violence possible. C'est cette logique, ses implications politiques et ses conséquences concrètes que la suite va examiner pas à pas. 3 États partagent alors un même avertissement, résumé par une phrase qui change la lecture du sommet: la guerre se déplace vers l'Afrique de l'Ouest. Ce choix de mots, employé par Ibrahim Traoré, n'évoque pas une hypothèse lointaine, mais un processus déjà enclenché, selon lui, et c'est ce glissement sémantique qui constitue l'élément central du propos. Pour comprendre, il faut revenir au cadre. Le sommet de Bamako réunissait le Burkina Faso, le Mali et le Niger sous la bannière de la Confédération des États du Sahel, l'AES. L'ordre du jour officiel portait sur la coopération, la sécurité et le développement dans une région marquée par des années d'instabilité. Rien n'annonçait une rupture de ton. Puis, Ibrahim Traoré a pris la parole sans ouvrir par des chiffres, des budgets ou des plans techniques. Il a commencé par le temps, par l'idée que les guerres ne débutent pas avec le premier tir, mais bien avant, lorsque les conditions sont préparées. Son image de l'hiver noir n'est pas présentée comme une métaphore abstraite. Elle renvoie à une expérience partagée dans le Sahel, où la violence est souvent arrivée de façon progressive. D'abord des rumeurs, ensuite des attaques limitées, puis une extension devenue impossible à contenir. En rappelant cette dynamique, Ibrahim Traoré inscrit son message dans une mémoire régionale récente plutôt que dans une spéculation idéologique. Le contexte politique renforce cette lecture. Les 3 pays réunis ont récemment remis en cause des cadres sécuritaires anciens et redéfini leurs relations avec des partenaires extérieurs. La création de l'AES vise précisément à ne plus affronter seul des menaces transfrontalières. Dans ce cadre, l'avertissement prend une autre dimension. Il ne parle pas seulement de violence armée, mais de pression graduelle, d'ingérence indirecte et de fractures internes exploitées. C'est ici que le propos devient stratégique. En affirmant que la guerre avance, Ibrahim Traoré suggère qu'elle se manifeste déjà sous d'autres formes: désinformation, tensions politiques, division sociale. La question implicite n'est donc pas quand le conflit commencera, mais si la région saura reconnaître ces signes à temps. Pour mesurer la portée concrète de l'alerte, il faut quitter la salle du sommet et regarder ce que ces mots provoquent déjà sur le terrain politique et symbolique. Dans le discours, Ibrahim Traoré ne se pose pas seulement en chef d'État, mais en figure d'alerte, quelqu'un qui se présente comme voyant venir une tempête avant qu'elle ne soit visible pour tous. Cette posture n'est pas nouvelle dans l'histoire du Sahel, mais elle prend un relief particulier dans un contexte d'alliance fragile et de méfiance généralisée. Le premier impact est immédiat sur le ton régional. Les partenaires présents ne sont plus de simples voisins coordonnant des politiques, mais des acteurs invités
l'unanimité à partager une même lecture du danger. L'avertissement agit comme un test, soit il est entendu et intégré, soit il est perçu comme excessif et mis de côté. Dans les deux cas, il oblige chacun à se positionner. Un second effet concerne les sociétés elles-mêmes. Dans des pays où la violence s'est installée par vagues successives, l'idée que la guerre avance réactive des souvenirs récents. Village pris entre plusieurs forces, déplacements progressifs, fatigue collective face à l'insécurité chronique. Le message touche parce qu'il correspond à une expérience vécue, non à une abstraction stratégique. Enfin, il y a l'impact sur le rôle attendu du leadership. En parlant ainsi, Ibrahim Traoré se place comme celui qui nomme le danger avant qu'il n'explose, mais aussi comme celui qui sera jugé sur sa capacité à transformer l'alerte en action. Le discours crée donc une attente. Prévenir ne suffit pas, il faut prouver que la lecture proposée débouche sur des réponses concrètes. C'est à ce moment que l'enjeu réel devient clair. Une parole peut soit préparer une région, soit simplement augmenter l'angoisse collective. Avant ce sommet, la dynamique régionale suivait un schéma devenu familier. Chaque État du Sahel affrontait l'insécurité de manière largement isolée, malgré des cadres de coopération existants. Les attaques armées, les sanctions diplomatiques et les pressions économiques étaient traités comme des problèmes parallèles, rarement comme les éléments d'un même mouvement. Le discours officiel parlait de résilience, mais les réponses restaient fragmentées. C'est dans ce contexte que la création de l'AES a commencé à modifier l'arrière-plan politique. Le déclencheur immédiat se situe dans cette rupture. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont choisi de s'affirmer collectivement, de remettre en cause certaines organisations jugées inefficaces et de redéfinir leurs priorités sécuritaires. Ce choix a suscité des réactions contrastées, soutien interne dans certains segments de la population, inquiétude chez des partenaires traditionnels et isolement diplomatique accru à court terme. Avant Bamako, ces tensions existaient, mais elles n'étaient pas encore formulées comme un risque global de basculement régional. Le sommet marque le passage à une autre phase. En prenant la parole, Ibrahim Traoré ne se contente pas de rappeler des difficultés connues. Il reformule la séquence en cours comme un processus orienté. La violence ne serait plus seulement endogène ou opportuniste, mais le résultat de pressions organisées, progressives et cumulatives. Cette lecture transforme des événements dispersés en une trajectoire cohérente. Ce n'est plus une série de crises, mais une montée. La montée se lit dans les éléments qu'il énumère implicitement. D'abord, la fragilisation interne, tensions politiques, défiance envers les institutions, rivalité entretenue dans l'espace médiatique et numérique. Ensuite, l'environnement extérieur, sanctions, narratifs concurrents, conditionnalités économiques et sécuritaires. Pris séparément, chacun de ces facteurs semble gérable. Ensemble, ils produisent un effet d'étau. Ibrahim Traoré décrit ce moment où les marges de manœuvre se réduisent sans qu'un coup décisif n'ait encore été porté. Le point de bascule rhétorique arrive lorsqu'il affirme que la guerre se déplace. Cette phrase agit comme un accélérateur. Elle suggère que ce qui était perçu comme périphérique devient central, que ce qui touchait hier d'autres régions pourrait demain s'ancrer durablement en Afrique de l'Ouest. Le sommet, prévu comme une étape administrative, devient alors un signal d'alarme politique. L'avant et l'après se dessinent clairement dans la perception publique. Les répliques ne se font pas attendre. À l'intérieur, le discours renforce l'idée que la coopération régionale n'est plus optionnelle. À l'extérieur, il alimente les interrogations sur la trajectoire prise par l'AES et sur ses conséquences à moyen terme. Le message oblige aussi les opinions publiques à relier des faits jusque-là perçus comme séparés. Ce qui change, ce n'est pas seulement la situation objective, mais la manière de la lire. En ce sens, l'intervention de Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. Elle n'invente pas la crise, elle la réordonne et en la réordonnant, elle prépare le terrain pour une étape suivante, celle où les discours devront être confrontés à des éléments mesurables et comparables. Un constat est largement partagé malgré des années de présence sécuritaire étrangère et de dispositifs multilatéraux. La violence dans le Sahel ne s'est pas résorbée, elle s'est étendue géographiquement et socialement. Le changement mis en avant dans le discours n'est pas chiffré en pourcentage, mais formulé comme un déplacement qualitatif. La nature même de la menace évoluerait, passant d'une insécurité diffuse à une préparation plus structurée.
Pour étayer cette lecture, sans sortir du cadre des propos tenus, Ibrahim Traoré s'appuie sur des comparaisons implicites plutôt que sur des statistiques. Avant, les crises étaient présentées comme locales, temporaires, traitées par des réponses techniques successives. Aujourd'hui, il décrit une accumulation de signaux faibles qui, mis bout à bout, change la trajectoire globale. Ce passage du fragmenté au systémique constitue un premier repère de cette évolution. Un autre élément apparaît dans la configuration politique elle-même. 3 États, confrontés à des menaces similaires, ont jugé nécessaire de créer une confédération dédiée, l'AES. Ce chiffre 3 n'est pas anodin. Il marque un seuil, plus qu'une coordination ponctuelle, moins qu'un bloc continental, mais suffisamment large pour signaler que les défis dépassent le cadre national. Ici, ce changement se lit dans la forme institutionnelle choisie, plus intégrée que les arrangements précédents. Un autre point concerne la temporalité. Le discours insiste sur la notion d'anticipation. Avant, les réponses intervenaient après des pics de violence visibles. Désormais, l'appel est lancé avant l'explosion, sur la base de tendances perçues. Cette inversion du calendrier constitue un changement de logique stratégique. Elle suggère que l'expérience passée a servi de référence et que l'échec de réponses tardives est intégré comme donnée de départ. La comparaison historique joue aussi un rôle de preuve indirecte. En évoquant le printemps arabe et ses conséquences, notamment en Libye, Ibrahim Traoré introduit un avant et un après clairement identifiables, un état fonctionnel puis un espace fragmenté dont les effets se sont diffusés vers le sud. Sans citer de chiffres, la chaîne causale est présentée comme observable et reproductible. Le delta n'est pas une hypothèse abstraite, mais un schéma déjà vu. Un autre indicateur concerne les modes d'action décrits. Avant, la guerre était associée à des combats visibles. Dans la lecture proposée, elle commence par des phases non militaires, désinformation, tensions politiques, division sociale. Ce glissement du militaire vers le socio-politique élargit le champ de ce qui est considéré comme un signal de conflit. La quantité ici se mesure en front ouvert simultanément et non en bataillon. Enfin, le discours introduit un critère de crédibilité interne. Le fait que l'avertissement soit formulé devant des pairs régionaux et non dans un cadre médiatique externe renforce sa portée. Le public visé n'est pas abstrait, il est composé de décideurs confrontés aux mêmes contraintes. Ce choix de scène constitue en soi un indicateur de gravité accrue par rapport aux prises de parole antérieures. Pris ensemble, ces éléments dessinent une évolution claire. Même sans chiffres précis, la comparaison avant-après repose sur des changements observables de structure, de rythme et de cadre. C'est sur cette base que Ibrahim Traoré affirme que la menace n'est plus statique. Elle se transforme, s'élargit et selon lui, gagne du terrain. Une autre interprétation peut être envisagée. Pour certains observateurs, le discours d'alerte relève avant tout de la rhétorique politique. Selon cet argument, parler de hiver noir et de guerre en mouvement servirait à consolider une posture de leadership, à souder l'opinion interne et à justifier des choix diplomatiques déjà engagés. Dans cette optique, le vocabulaire alarmiste ne décrirait pas une réalité nouvelle, mais amplifierait des menaces connues pour renforcer la cohésion autour du pouvoir en place. Un second argument opposé avance que l'insécurité dans le Sahel n'a rien d'un phénomène déplacé ou importé récemment. Les violences armées, les tensions communautaires et la fragilité institutionnelle seraient des dynamiques endogènes, anciennes, qui évoluent par cycle. Dans cette lecture, évoquer des forces extérieures préparant la guerre risquerait de masquer des responsabilités internes et de simplifier des problèmes complexes en désignant des causes externes commodes. Ces deux arguments ne sont pas sans fondement. L'histoire régionale montre que le langage de la menace a souvent été utilisé à des fins politiques et que les crises du Sahel ne peuvent être réduites à des interventions extérieures. Cependant, la réponse proposée par Ibrahim Traoré ne consiste pas à nier ces réalités, mais à les intégrer dans une lecture plus large. Son propos ne dit pas que les causes internes disparaissent. Il affirme qu'elles deviennent des points d'appui pour des pressions extérieures lorsque certaines conditions sont réunies. La nuance centrale se situe là. Le discours ne présente pas une opposition binaire entre intérieur et extérieur, mais une interaction. Les divisions politiques, les rivalités médiatiques et la défiance sociale sont décrites comme des vulnérabilités, non comme des inventions. La thèse est que ces failles, une fois exploitées, peuvent transformer des crises chroniques en un basculement régional plus large.
Enfin, le cadre collectif dans lequel l'alerte est formulée affaiblit l'idée d'un simple calcul individuel. En s'adressant à des partenaires confrontés aux mêmes défis, Ibrahim Traoré engage sa crédibilité sur une lecture partagée des risques. Cela ne prouve pas que la guerre est inévitable, mais cela renforce l'argument selon lequel les signaux observés méritent d'être pris au sérieux plutôt que réduits à un effet de discours. Au fil du raisonnement, une idée s'impose progressivement. Cette phrase courte résume le basculement introduit au milieu du récit. Jusqu'ici, l'attention semblait portée sur la menace armée et sur l'idée d'un conflit qui avance, mais en resserrant l'argument, Ibrahim Traoré déplace le centre de gravité. Ce qui est en jeu n'est pas seulement un affrontement militaire futur, mais la capacité de la région à rester maîtresse de ses choix avant même que la violence n'explose. La révélation tient dans cette inversion. La guerre n'est pas présentée comme une fin inévitable, mais comme une conséquence possible d'échecs antérieurs. Échec de la cohésion, de la lecture commune des risques, de la discipline politique et sociale. Le propos suggère que le véritable champ de bataille se situe en amont dans la manière dont les sociétés réagissent aux signaux faibles, aux pressions indirectes et aux récits qui divisent. À ce stade, le discours cesse d'être uniquement sécuritaire, il devient normatif. Il interroge la responsabilité collective, comment les États, les médias, les leaders d'opinion et les citoyens participent, consciemment ou non, à renforcer ou à fragiliser leur propre environnement. La menace extérieure n'est plus décrite comme toute puissante, mais comme dépendante des fractures internes qu'elle peut exploiter. Ce changement de focale requalifie tout ce qui précède. Les alliances, les discours, les comparaisons historiques ne servent plus seulement à alerter, mais à poser un choix. Soit la région agit avant le point de rupture, soit elle se contente de réagir après coup. C'est ce moment précis que la révélation médiane met en lumière avant d'en examiner les effets concrets. Les effets potentiels de cette trajectoire se déclinent différemment selon les acteurs concernés, et c'est là que l'avertissement prend une dimension tangible. Pour les États, la première conséquence serait une pression accrue sur la souveraineté décisionnelle. Si l'insécurité se recompose à l'échelle régionale, chaque gouvernement voit ses marges de manœuvre se réduire. Les choix budgétaires, diplomatiques et militaires deviennent plus contraints, car ils doivent intégrer non seulement la situation interne, mais aussi l'impact sur les partenaires de l'AES. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré insiste sur le risque d'un retour à des solutions imposées de l'extérieur, justifié par l'urgence sécuritaire. Du côté des entreprises, locales comme régionales, l'instabilité prolongée pèse directement sur l'activité économique. Les investissements se raréfient lorsque l'horizon devient incertain, les chaînes logistiques se fragmentent et le coût du risque augmente. Une guerre qui avance n'a pas besoin d'éclater pour produire ses effets. L'anticipation seule suffit à freiner les projets, à renchérir les assurances et à décourager l'initiative privée. Dans des économies d'abord déjà fragiles, cette inertie peut avoir des répercussions durables sur l'emploi et les revenus. Pour les citoyens, les conséquences sont plus immédiates et souvent plus lourdes. Même sans conflit ouvert, la montée des tensions se traduit par une militarisation de l'espace public, des restrictions de mouvement et une fatigue psychologique accumulée. Les populations du Sahel ont déjà vécu ces phases où l'insécurité progresse par paliers. Le discours de Ibrahim Traoré résonne parce qu'il décrit une situation familière, celle où la peur s'installe avant la violence, modifiant les comportements quotidiens bien en amont. À l'échelle de la région, enfin, le scénario esquissé implique un repositionnement géopolitique. Une AES soudée pourrait devenir un interlocuteur collectif plus audible, mais elle pourrait aussi cristalliser des tensions avec des acteurs extérieurs qui préfèrent traiter avec des États isolés. Le résultat dépendrait de la capacité de coordination réelle entre les membres et de leur cohésion interne. Ici, l'avertissement sert aussi de mise en garde. Sans unité effective, la région risque d'être abordée comme une série de crises séparées plutôt que comme un ensemble cohérent. Ces 4 niveaux montrent que la question posée n'est pas abstraite. Elle touche à la gouvernance, à l'économie, à la vie quotidienne et à la place du Sahel dans son environnement international. En reliant ces dimensions, Ibrahim Traoré ne décrit pas seulement un danger futur, il met en évidence un enchaînement de conséquences déjà perceptibles. La suite logique consiste alors
alors à se demander ce qui pourrait se produire à court et moyen terme si cette trajectoire se confirme ou au contraire si elle est infléchie. À partir de cette trajectoire, plusieurs chemins restent de possibles pour les mois à venir sans prédire l'avenir mais en suivant une logique conditionnelle. Dans une évolution marquée par la continuité, la situation évolue par inertie. Les États de l'AES maintiennent leur coordination politique et sécuritaire, mais sans rupture majeure. Les tensions persistent à un niveau élevé, l'insécurité reste diffuse et les pressions extérieures continuent sous des formes indirectes. Si rien ne change fondamentalement, alors la région s'installe dans un état prolongé de vigilance où la crise ne s'aggrave pas brutalement mais ne se résout pas non plus. Si l'alerte déclenche une coopération plus solide et plus cohérente, l'alerte joue pleinement son rôle de déclencheur. Si les discours se traduisent par une coopération opérationnelle accrue, un partage réel du renseignement et une communication politique plus cohérente, alors la dynamique peut s'infléchir. Dans ce cas, l'unité devient un outil concret plutôt qu'un symbole. Ibrahim Traoré présente cette option comme une possibilité conditionnée à la discipline collective, moins de rivalité interne, moins de messages contradictoires et une capacité à anticiper plutôt qu'à réagir. La violence ne disparaît pas, mais elle perd de sa capacité à se propager. Une évolution plus tendue se dessinerait si l'échec de cette cohésion. Si les divisions internes s'accentuent, si les alliances restent formelles et si les tensions politiques internes prennent le dessus, alors les pressions décrites trouvent un terrain favorable. Les crises locales se multiplient, les États réagissent séparément et la région est perçue de l'extérieur comme fragmentée. Dans cette hypothèse, la guerre qui avance n'est pas un choc soudain, mais une succession de basculements partiels qui finissent par redéfinir l'équilibre régional. Ces différentes évolutions partagent un point commun, ils dépendent moins d'un événement isolé que de choix cumulés. La recommandation implicite n'est pas militaire mais cognitive. Si les acteurs régionaux lisent les signaux comme des phénomènes indépendants, alors la trajectoire reste subie. S'ils les interprètent comme les éléments d'un même processus, alors une marge d'action existe encore. C'est précisément cette capacité de lecture collective que le discours cherche à provoquer. À ce stade, le discours cesse d'être seulement une affaire d'État et d'alliance pour concerner directement les publics qui vivent dans et autour du Sahel. Pour une première catégorie, celle des citoyens des pays membres, l'enjeu est celui de la participation consciente. Le message invite à reconnaître que les mots, les récits et les clivages quotidiens peuvent soit renforcer la résilience collective, soit faciliter des dynamiques de fragmentation déjà à l'œuvre. La responsabilité ne se limite pas aux dirigeants. Un second groupe est constitué des sociétés civiles voisines et de la diaspora. Même à distance, les perceptions comptent. Les débats médiatiques, les prises de position en ligne et les relais d'information contribuent à façonner l'image d'une région, soit unie face à l'adversité, soit enfermés dans des rivalités internes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré interpelle indirectement ceux qui commentent, amplifient ou déforment les tensions sans en mesurer les effets cumulatifs. Un troisième public concerne les observateurs extérieurs, partenaires, analystes ou institutions. Le discours leur adresse un signal. Le Sahel ne se pense plus uniquement comme un espace à gérer, mais comme un acteur qui revendique une lecture propre de ses vulnérabilités. Comprendre cette posture devient essentiel pour éviter des incompréhensions stratégiques ou des réponses inadaptées. Enfin, il y a le public silencieux, celui qui subit l'insécurité sans toujours avoir voix au chapitre. Pour lui, l'enjeu est plus immédiat. Savoir si les alertes se traduiront par une amélioration tangible ou resteront des mots, c'est ici que la crédibilité se joue. En reliant la vigilance collective à des gestes simples, comme refuser les discours de haine ou soutenir des initiatives locales de cohésion, le message cherche à transformer l'angoisse en responsabilité partagée. À ce stade du raisonnement, l'alerte n'a de valeur que si elle débouche sur une trajectoire lisible. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré esquisse implicitement une feuille de route, non comme un programme détaillé, mais comme une séquence d'actions cohérentes. D'abord, du côté des États, clarifier qui décide quoi au sein de l'AES, à quel niveau et selon quel mécanisme de coordination. Sans cette lisibilité, l'unité reste déclarative et vulnérable aux tensions internes. La deuxième étape touche à la sécurité partagée. Il ne s'agit pas seulement de mutualiser des forces, mais d'harmoniser les lectures de la menace. Qui collecte
collecte l'information, comment elle est partagée et comment elle se transforme en actions concrètes deviennent des indicateurs clés. Dans cette logique, la prévention compte autant que la réaction. L'objectif est de détecter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. La troisième étape relève du champ politique et médiatique. Le discours insiste sur la responsabilité des leaders d'opinion, des journalistes et des relais numériques, réduire les narratifs de division, éviter l'escalade verbale et privilégier des messages de cohésion sont présentés comme des actions mesurables par leur effet sur le climat social. Ici, la réussite ne se compte pas en annonces, mais en apaisement observable. Une quatrième étape concerne le lien avec les citoyens. Les gouvernements sont appelés à traduire l'unité régionale en bénéfices tangibles, même limités, pour maintenir l'adhésion. Sans amélioration perceptible, la cohésion se fragilise. Enfin, il faut prévoir une évaluation régulière, mesurer régulièrement ce qui fonctionne et ce qui échoue, ajuster sans attendre une crise majeure. Cette méthode ne promet pas de solution rapide. Elle propose une méthode. C'est sur cette capacité à passer de l'alerte à l'exécution que Ibrahim Traoré sera jugé, autant par ses partenaires que par les populations concernées. En revenant à l'image de départ, celle d'un avertissement lancé avant la tempête, le récit prend une tonalité plus intime. Au sommet de Bamako, il n'y avait ni sirène, ni explosion, seulement des mots, prononcés dans une salle calme. C'est précisément ce contraste qui donne au message sa force. Il rappelle ces moments où l'histoire bascule non pas dans le bruit, mais dans l'indifférence ou l'attention accordée à un signal précoce. Le motif central n'est pas la peur, mais la mémoire. Le Sahel a déjà connu des crises ignorées jusqu'à ce qu'elles deviennent irréversibles. Les références implicites à des effondrements passés servent de rappel. Attendre la preuve visible du danger revient souvent à attendre trop longtemps. En ce sens, l'alerte n'est pas tournée vers le passé, mais vers une responsabilité présente. Dans cette conclusion, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un prophète de malheur que comme un messager inconfortable. Il ne promet ni victoire facile, ni stabilité immédiate. Il insiste plutôt sur une idée simple. La trajectoire n'est pas figée tant que les choix restent possible. Le discours ne ferme pas l'avenir, il le met sous condition. Ce rappel émotionnel ne cherche pas à imposer une réponse unique, il renvoie chacun à sa position, décideur, citoyen ou observateur face à une même question silencieuse. Quand les signes sont encore lisibles, que fait-on de l'avertissement ? Au terme de ce parcours, il ne reste ni verdict définitif, ni solution clé en main. Le message qui émerge est plus subtil. Il invite à considérer le Sahel non comme un espace condamné à subir des forces extérieures, mais comme une région placée devant une série de choix progressifs, souvent discrets mais décisifs. L'alerte entendue à Bamako fonctionne alors comme un miroir. Elle reflète autant les pressions venues d'ailleurs que les capacités internes à y répondre collectivement. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter un discours, mais de s'interroger sur la manière dont les crises caroennes se construisent avant d'exploser. Les mots employés, les récits relayés, les divisions tolérées ou combattues façonnent l'environnement bien avant que les armes ne parlent. Comprendre cette mécanique permet déjà de sortir d'une posture passive. Ce récit se veut une base de dialogue, pas une conclusion fermée. Il appelle à observer, questionner et comparer les trajectoires plutôt qu'à consommer des certitudes. La question reste donc ouverte volontairement. Lorsque les signaux d'alerte apparaissent encore sous forme de paroles et de choix politiques, comment une société décide-t-elle d'y répondre, par l'anticipation partagée ou par l'attente silencieuse ?